Salut à toutes, salut à tous, c'est le grand retour des directs sur le Phocéen. On est ensemble pour une belle journée où il y aura le talk show évidemment à 18h, vous le savez. Et je ne tarde pas, je boude pas mon plaisir de vous présenter mon invité de début d'émission. On va faire quelques minutes avec nous, c'est justement le présentateur du talk show, Sébastien Volpe. Salut Seb. Salut Romain. Comment ça va ? Ça part pour quelques minutes et ça va finir à 1 heure tout ça. Ah on se connaît. Qu'est-ce que tu as pensé ? Tiens, il y a beaucoup de commentaires du match des Bleus. Je sais pas si tu l'as vu. Non, je n'ai pas regardé. Les Bleus. Ok, je vais donner mon avis alors si tu veux bien sur le sujet. Moi j'ai trouvé, on va parler de Rabiot notamment, mais on peut aussi parler de Saliba et Guendouzi qui ont fait un très bon match. Moi j'ai trouvé que l'équipe a fait un match collectif en tout cas. Là où ces derniers temps on avait des matchs avec des sommes d'individualité, je trouve qu'ils ont vraiment fait une belle presta. Et Rabiot, écoute, à part les 2 buts de la tête, si on met de côté, parce que ça c'est assez exceptionnel et évidemment qu'il faut le mettre en avant, mais dans le jeu, moi j'ai trouvé plutôt pas mal. Avec quelques pertes de balles, c'est sûr, mais il me plaît beaucoup plus en relayeur gauche qu'en relayeur droit. Tu me diras, Seb, c'est plutôt évident. Ça va être le débat du jour. Je vais en faire une partie aussi au talk show ce soir. C'est là où Romain, tu as des incompréhensions des fois dans la vie parce que il y a de nombreux lecteurs, il y a de nombreux copains sur Twitch qui te disent Rabiot, il a très souvent joué côté gauche dans un milieu à 3. Quasiment toujours. Il y a toujours pareil, il y a toujours des exceptions qui confirment la règle, mais principalement, il a toujours joué à gauche, donc il a plus de repères. Mais ça vaut aussi, Romain, pour Balerdi, qui a souvent été très bon axe gauche et qui, avec De Zerbi, joue axe droit. Donc, je propose qu'on fasse la une sur cette thématique en disant, est-ce qu'on pourrait pas mettre tout simplement les joueurs à leur place ? Alors, c'est un peu, comment dirais-je, c'est un peu, je cherche le terme, je veux dire à De Zerbi, tu vois ce que je veux te dire, c'est un peu prétentieux, tu vois, faire un titre, et si on mettait les joueurs à leur bonne place, ça fait un peu genre le coach il comprend rien, quoi, tu vois ce que je veux te dire. Mais c'est tellement de notre côté extraordinairement surprenant, un peu à la manière d'Olbière qui avait reculé contre Strasbourg, quoi, tu vois, c'est une dinguerie, pour moi c'est une dinguerie. Et quand tu as Rabiot qui est très bon axe gauche, j'ai pas vu le match, mais d'après tous les observateurs, et tu viens de faire un petit descriptif de la rencontre, c'était très bon, ou c'était bon, et il joue axe gauche, donc tu te dis pourquoi on ne ferait pas Olbière devant la défense, axe gauche Rabiot, et puis à droite tu mets Harit, tu mets Koné, tu mets un peu qui tu veux, tu vois, et Balerdi pareil derrière. Ouais, bien sûr. Moi, je suis d'accord avec toi. Et vraiment, alors, sur De Zerbi, moi, j'ai très peu de bémols depuis le début de saison. Mais l'utilisation de Rabiot, pour moi, c'est vraiment la seule critique que je ferai sur De Zerbi depuis le début de saison et que je ferai en étant presque sûr d'avoir raison. Pour le reste, moi, les défenseurs centraux qui sont très bons axe gauche, surtout les droitiers, je pense qu'ils sont capables d'être très bons axe droit. Je suis un peu moins d'accord sur Balerdi, même si c'est vrai que concrètement, il a souvent été très bon à gauche et un peu moins bon à droite, malgré tout. Il a été bon aussi quand il jouait axe, plutôt libéraux et avec 2 défenseurs à côté. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que sur Rabiot, pour un milieu de terrain, pour moi, c'est plus dérangeant parce que il est gaucher, il a toutes ses habitudes côté gauche, la façon de créer du jeu, la façon de participer aux offensives, la façon de compenser défensivement aussi. Et pour moi, c'est comme si on le changeait complètement de zone, en fait. Alors que la défense centrale, ça reste une zone un peu axiale malgré tout. Là, tu dis à un mec qui joue plutôt à gauche de jouer à droite, alors qu'il est gaucher, donc tu lui changes quand même ses repères. Sur les ailiers, c'est moins dérangeant parce qu'il suffit de faire la différence sur un dribble et puis après on arrive à faire des trucs. Par contre, mais est-ce que pardon, Romain, je suis un peu plus gêné. Je t'en prie, vas-y. Pardon, mais ce que tu dis, c'est vrai sans l'être. Je te donne mon opinion. Quand tu es goal, d'accord, quand tu es gardien, tu le sais très bien. De temps en temps, quasiment toujours, il y a les portiers. Tu t'envoies à gauche, c'est facile. Tu vois ce que je veux te dire. Tu t'envoies à droite, c'est un peu contre nature, si je puis dire. Tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est pareil, Balerdi, si tu te mets en position, toi, tu t'imagines, je suis défenseur, tu vois ce que je veux te dire. Tu as un attaquant droit qui part, tu sais que tu pars de ton côté gauche, et c'est pas pareil que de partir de ton côté droit. Je comprends quand tu dis que tu joues à droite ou à gauche, si t'es bon, mais ça vaut pour Rabiot aussi. Alors quand t'es bon, tu peux jouer partout. Non, pour aller dans le sens de ton propos,
quand tu as des habitudes, le mec, s'il a l'habitude de tourner sur lui vers le côté gauche et d'aller faire des fermetures, tu lui dis d'un coup de se tourner côté droit, tu vas me dire la latéralisation, que tu tournes côté gauche ou que tu tournes côté droit. C'est pour ça que je te prenais l'exemple d'un portier qui plonge à droite ou qui plonge à gauche, ça change quoi? Et il y a toujours un côté fort où d'un côté tu gicles, tu touches le poteau, et de l'autre côté tu es un peu plus balourd, c'est moins facile pour toi. Tu gicles pas des deux côtés de la même façon quand tu goals. Son meilleur poste, c'est stopper gauche, on est d'accord. Le seul truc que je dis, c'est juste que à droite, je l'ai déjà vu bon. Tu vois, par exemple, la fin de saison Tudor, quand t'as Kolasinac à gauche, Gigot ou un autre dans l'axe et Balerdi stopper droit, c'est arrivé quelques matchs, ça s'est plutôt bien passé. Donc, moi, je dis pas qu'il est pas, tu vois, il est meilleur à gauche, mais vu la composition de l'effectif, moi, ça me dérange pas qu'il joue stopper droit. Ça me dérange plus si c'est Kondogbia qui joue derrière ou Olivier, tu vois. Romain, je vais te dire un truc qui va mettre tout le monde d'accord, y compris toi. Si on n'avait pas de soucis dans l'équipe, qu'est-ce que je m'en fous que Balerdi joue droit? Pourquoi on a ce débat? Parce qu'on prend des buts à tous les matchs et qu'on n'est pas bon en défense. Tu vois ce que je veux te dire? Et que Rabiot il fait pas des prestations non plus de dingue, alors qu'avec la France, il fait des bons matchs. Donc on a ce discours et on a ce débat parce qu'on cherche des solutions. Si Balerdi en défense centrale il était bon ou qu'il joue, ben en fait on ferait des bons matchs et on n'aurait pas de discussion toi et moi. Alors que là on a cette discussion parce que justement on s'aperçoit que Balerdi est en difficulté. Mais c'est comme si on se questionnait en se disant Balerdi, est-ce que le poids du brassard ne pèse pas non plus sur ses performances? Pourquoi on se pose la question? Parce que l'année dernière il n'avait pas le capitanat, il était très bon, et que cette année il est plus en difficulté. Donc on se pose des questions à la lecture des matchs que l'on peut observer en fait. Totalement. Je profite juste 2 minutes pour saluer ceux qui se sont abonnés avec des primes ou avec des abonnements. C'est Naïm, Ofada, Jack de Saint-Champ et tous les autres. Il y a aussi Jalabert. Voilà, il y a beaucoup de monde. Pipa, Beneviento également, merci à toi d'être là. Voilà, donc beaucoup d'abonnements ce matin, ça fait plaisir. Juste, sur Balerdi, moi je trouve que... S'il y a des questions, on peut prendre les questions. Bien sûr, on va les prendre. Il y a Dimeld aussi qui s'abonne avec son Prime. Juste sur Balerdi, en début de saison, on avait un système défensif où il était vraiment plutôt axe, avec Murillo qui jouait à sa droite et avec Brassier ou Cornelius sur sa gauche, et Merlin qui montait très haut. Tu sais, c'est le début de saison, les 3 premiers matchs où on avait le latéral gauche qui montait vraiment très haut. Dans ce système-là, je le trouvais beaucoup moins en difficulté parce qu'il avait Murillo justement pour défendre à droite et lui, il était un peu plus axial et je trouvais qu'il était beaucoup plus fort, comme le match à Brest par exemple. Et c'est vrai que depuis quelques matchs, on est repassé à une défense à 2, donc on relance à 2 et du coup on défend avec des latéraux plus offensifs que sont Lirola et Merlin ou Lirola et Garcia, et c'est un peu plus compliqué. Moi, je pense de défendre à droite dans ce système-là pour Balerdi. On a des questions, bien sûr qu'on en a. Tiens, il y a Sefoufa qui nous dit le commentaire de Didier Deschamps sur Rabiot: je fais évoluer les joueurs à leur position naturelle. Message envoyé à Roberto De Zerbi. Je suis pas certain. Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être que Deschamps il préférerait le voir évoluer à gauche avec l'Olympique de Marseille, parce que justement dans les automatismes et dans la prépa et pour l'utiliser à meilleur escient. Mais tu sais, ces problèmes d'effectifs et de composition d'équipe, regarde, quand tu vois le Real de Madrid, l'année dernière, ils ont été encore champions d'Europe. Tu prends la même équipe, tu leur rajoutes Mbappé. Alors bon, il y a eu quelques départs aussi, et d'un coup, ils mettent plus un pied devant l'autre, parce que Mbappé, c'est pas vraiment un numéro 9 dans l'âme, que sur le côté gauche, il y a Vinicius. Donc Ancelotti, il est là à se dire, bon, il faut que je fasse jouer les deux, mais comment je fais? Mais tu vois, c'est facile pour personne de faire des compos d'équipe et de tirer la quintessence de ton effectif, quoi. C'est vrai, il y a Christophe Fuego qui prend son 37e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Merci. Et puis il y a Ofada qui nous demande Roberto De Zerbi remet quand notre soldat Rongier? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je trouve que c'est compliqué de le réintégrer, en fait, parce que t'as déjà Højbjerg, Rabiot au milieu. Si tu mets Rongier, ça reste quand même plutôt défensif, à mon goût. Et puis, on l'a vu en arrière droit contre Nice, il a vraiment pris l'eau sur le match contre Boga, notamment. Donc moi, je sais pas trop si je le réintégrerai, je sais pas trop comment, en fait. Qu'est-ce que t'en penses?
Ben, d'un autre côté, il a joué avec Sanson sous Villas-Boas dans un milieu à 3 où les deux harcelaient les défenses adverses, enfin les milieux adverses et voire les défenses adverses. Et on se souvient que le binôme Sanson Valentin Rongier faisait merveille. Donc, mais est-ce que c'est le dispositif de Roberto De Zerbi? Est-ce que Roberto De Zerbi va dire à Rabiot et Rongier aller harceler les défenses, aller harceler les milieux adverses? J'ai pas l'impression. Donc, si tu joues avec Rabiot, Rongier et Holberg contre Monaco, par exemple, à Louis II, oui, tu veux gagner la bataille du milieu, tu veux te sécuriser, tu veux marquer sur un contre ou sur... Why not? Après, contre Brest ou contre Angers ou contre... Ou même à Lens. Ouais, à Lens, à la limite, why not? Tu vois, pourquoi pas à Lens, parce que ça va jouer au ballon. Donc, à la limite, dans des matchs comme ça, où tu sais que tu peux prendre le bouillon, pourquoi pas, mais quand tu joues contre des équipes, contre Auxerre par exemple, tu mets Rongier, pour moi ça a absolument aucun sens, tu vois ce que je veux te dire. Je suis d'accord. Et puis malgré tout, on dit aussi qu'on a des problèmes défensifs, c'est vrai, mais offensivement, on s'est pas créé beaucoup d'occasions, notamment au Vélodrome sur les derniers matchs. Donc rajouter un milieu défensif et lever un peu de créativité, même si je sais que Harit c'est pas la quintessence de la créativité, que c'est pas génial, mais lever un joueur comme ça pour mettre Rongier par exemple, moi ça me gêne un peu dans l'esprit qu'on a du mal déjà à se créer des occasions. Si en plus on enlève le peu de créativité qu'on peut avoir, moi ça me gêne. Donc, mais par contre sur les gros matchs type Paris au Parc, évidemment, ça peut être une option. Mais il faudra qu'il ait joué d'ici là, donc c'est un peu, c'est toujours le même problème. C'est le même problème que pour les jeunes, c'est-à-dire qu'on n'a pas de Coupe d'Europe la semaine pour faire un peu tourner, pour donner du temps de jeu aux joueurs. Et au final, on se retrouve avec des cas comme ça où c'est difficile de remettre Balerdi. Thermix qui prend son 6e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Toujours au top les gars. Écoute, c'est gentil à toi. Aldrunkar pour son abonnement Prime, Batosai Prime 14 mois, merci beaucoup. Sergent Pepper 23e mois d'abonnement. Tiens, Nico qui nous demande tout simplement, Seb, quel est notre 11 type? On peut s'amuser. Le 11 type, on a tous les joueurs à fond, avec on a tous les joueurs à 100%, vas-y. Avec l'effectif actuel, moi je mets évidemment Rouly, après je mets Balerdi à gauche et Cornelius à droite. Tu m'as dit l'effectif à fond, hein, je prends pas en compte les blessures actuelles. Cornelius à droite, mais du coup tu le mets pas dans sa position naturelle. Ben oui, mais je mets Balerdi à gauche, je mets Cornelius à droite, parce que pour l'instant, Cornelius, je ne l'ai pas vu jouer à droite, donc je sais pas si... Je ne sais pas, je mets Murillo à droite, je mets Quentin Merlin à gauche, je mets Holberg avec Rabiot au milieu de terrain, je mets au vu des forces en présence, je mets Harit avec Holberg et Rabiot au milieu de terrain, justement pour la créativité dont tu parlais. Avec toujours une interrogation sur Koné, parce qu'on dit on l'a vu, mais on l'a vu rien du tout. On l'a pas vu sur un nombre de matchs conséquent dans un poste de milieu relayeur. Il faut le revoir, en tout cas. Mais donc une interrogation sur Harit, Koné, avec une petite préférence pour Harit à l'heure actuelle. Rowe tous les jours à gauche, Greenwood à droite, et moi je mets Mopé tous les jours devant aussi, parce que Wai, malheureusement, tu vois, sur le match contre Auxerre, Wai, il a encore un face-à-face, et s'il l'avait marqué à 3-2, même si je perds 3-2 à la fin de cette rencontre, j'aurais au moins vibré. Le stade aurait explosé sur le deuxième but, et j'aurais vécu 20 minutes de folie, et même si sur ces 20 dernières minutes de folie, tu arrives pas à revenir à 3-3, voire à gagner 4-3 sur un miracle, au moins, j'ai eu mon émotion pour ma soirée, tu vois. Tu as payé ta place, tu es allé au stade, tu as eu ton émotion. Allez. Voilà, tu as poussé, tu as cru, et même si à la fin tu as perdu 3-2, bon, mais... Et puis surtout, j'ai rien à redire. Le mec, voilà, tu as perdu 3-2, tu n'as pas été bon en première, en deuxième mi-temps, tu as marqué 2 buts, bon, mais... Alors que là, ce but manqué, au-delà du déchet individuel et de la contre-performance individuelle, il mine l'équipe. Parce que toi, tu as déjà joué au ballon, frérot. Et quand tu fais des efforts et que tu vois ton attaquant, il tire, il manque,
ça te coupe les jambes, ça te casse le moral. Alors que si tire, il marque, putain, ça te donne du baume au cœur, ça te donne de la dynamique. C'est le gros tournant, hein. C'est le gros tournant, je suis d'accord avec toi. C'est le gros tournant de la deuxième mi-temps, parce qu'en première mi-temps, on a été inexistant. Et tu peux pas... je pense que si tu marques avec ce but, tu peux aller chercher quelque chose. Hein. Ah, tu peux au moins arracher l'égalisation, voire sur un malentendu, parce que les autres, d'un coup, ils peuvent se dire, c'est pas vrai, on menait 3-0, on va pas perdre. Tu vois, la peur s'installe, le doute s'installe, et toi, à contrario, tu es galvanisé, le public explose, et j'aurais bien aimé voir ça, en fait. C'est ça que je suis en train de dire. Je sais pas comment ça serait terminé. Peut-être qu'on prenait un contre dévastateur, on aurait perdu 4-2, mais au moins, on le voyait, quoi, tu vois. Alors que là, il a encore loupé, quoi. À un moment donné, ça suffit. Le mec, soi-disant, c'est un monstre. Alors, il est jeune, il faut lui laisser le temps d'adaptation, tatati, tatata. Le mec, il a encore croqué, quoi, tu vois. Alors, on va me dire, ouais, mais Mopé, qu'est-ce qu'il a fait en début de période? Il n'a pas été bon plus. Non, il n'a pas été bon, mais Mopé, chaque fois que je le vois un contre un, j'ai l'impression qu'il est plus décisif, redoutable, efficace que le Wai. C'est un attaquant de surface. C'est un bon attaquant de surface, Mopé. C'est ça. C'est-à-dire que tu as un ballon qui traîne, il va le mettre au fond. Mais moi, sur la compo que tu as fait, je suis quasiment en accord avec toi. Il y a deux choses que je change, c'est que je mets quand même Cornelius stopper gauche et Balardi stopper droit, parce que mettre un gaucher à droite et un droitier à gauche, pour moi, c'est compliqué. Mais ça peut se tenter quand même, hein, ce que tu dis, c'est pas un non-sens non plus. Hein. Et puis devant, je reste avec Wai, personnellement. Pourtant, je l'aime pas beaucoup depuis des années, hein, je vous le dis sur le Phocéen. Mais on a misé gros sur un attaquant de 21 ans. Il y a des choses qui font dire qu'il peut exploser. Il a quand même mis plus de 50 buts en Ligue 1 depuis le début de sa carrière. Donc, si c'est le choix de l'OM, je vais plutôt aller miser sur Wai dans une équipe type, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas se partager le temps de jeu. Hein. Mais Romain, pardon, là aussi, voilà. On ne fait pas beaucoup participer les lecteurs ce matin. Mon choix, en tout cas. On va le faire après, ils vont appeler. Et je vais vous laisser comme ça, au moins ça laissera plus d'espace pour les gens. Mais là où je suis pas d'accord avec toi, c'est que Wai, tu peux parfaitement le faire des demi-heures en fin de match pour lui donner la confiance et pour que dans 3, 4, 5, 6, 10 matchs, une fois que tu sens que le mec, voilà, il est en jambes, il a pris confiance, il a moins de pression, il a moins de stress, l'installer. Wai, il n'a pas signé pour 6 mois et après ça va, tu vois ce que je veux te dire. Donc, moi, je préférerais le mettre là, je pense qu'il a une pression énorme sur les épaules, qui s'en sort pas, qui est en dedans. Je pensais que le match à Montpellier l'aurait débloqué, c'est manifestement pas le cas. Donc moi, je serais plus pour le préserver, tu vois, le mettre dans les meilleures dispositions pour le faire éclore à l'Olympique de Marseille plutôt que de s'acharner à le mettre en numéro 9 et qui croque et que derrière, après, tout le monde lui tombe dessus et ça renforce ton doute. Mais juste sur l'après Montpellier pour Wai, il n'a pas eu trop d'occasion de briller non plus. Tu vois, juste, je détaille, mais PSG titulaire, au bout de 20 minutes, il y a Harit qui est expulsé, il n'y a plus de match, il n'y a plus aucun ballon qui arrive. Donc moi, je veux bien qu'on lui tombe dessus sur Paris, mais pour moi, il a rien à se reprocher sur ce match. Après, à Nantes, il joue pas. Et le dernier match, il rentre en deuxième mi-temps et effectivement, il vendange cette occasion. Mais il n'a pas non plus, tu vois, il n'a pas fait 180 minutes, 270, très décevantes. Après le match de Montpellier, il a joué 90 minutes. Donc c'est pas non plus. Mais moi, Wai, j'ai pas ce c'est qu'il pas. faut pour me dire ça l'a pas rassuré Montpellier. Tu vois. Mais Wai, c'est pas un attaquant romain que tu as acheté 5 millions d'euros à Brest et c'est un espoir en devenir. C'est un mec sur qui tu as mis beaucoup de rangs. Et moi, je m'attends à ce qu'il tire l'équipe vers le haut et pas vers le bas. Rappelle-toi que, pardon, mais contre Reims, tu n'as pas gagné à cause de lui, et totalement à cause de lui, parce qu'il a croqué 4 actions, pas une, pas deux, pas 4 actions. Je suis d'accord avec ça. Donc il est en difficulté, il est en difficulté émotionnelle, il est en difficulté psychologique, il est en difficulté dans son football, il est en difficulté dans tout. Donc moi, je lui dirais, écoute, on croit en toi sur le projet qu'on instaure à 3 ans. Pour l'instant, on va un peu t'épargner. Souviens-toi qu'il a été sifflé par le public du Vélodrome. C'est un des rares joueurs qui a été sifflé pour les déclarations qu'il a pu faire. Donc, pour l'instant, j'estime. Ah, tu crois ? Ah oui, tu penses qu'il a été sifflé pour ça ? Ah, s'il n'y avait pas eu l'antécédent avec ses déclarations, il n'aurait pas été sifflé. Je te donne mon avis personnel. Hein. Sur le match, tu parles du match de Reims, hein, je crois. Pour moi, il est sifflé parce qu'il rate 4 occasions. Et qu'on gagne pas le match, tout simplement. Enfin, c'est mon avis, hein, parce que moi j'aurais été au stade en tant que supporter, je l'aurais pas sifflé pour les propos, mais vraiment pour la presta. C'est un contexte global,
Ro, Ouais, d'accord. je suis en train de te dire que s'il avait fait les déclats et qu'il avait marqué 4 buts, parce qu'il m'a eu 2 buts sur les 4 occasions, il se fait pas siffler, c'est évident. Les gens l'ont pas sifflé pour les déclarations. Je te dis juste que dans le contexte qui est le sien, tu vois ce que je veux te dire, dans le contexte qui est le sien, si ça avait été Mopé qui manque les 4 occasions, parce que là il s'est pas juste fait siffler, il y a eu une bronca. Et pour un premier match où un attaquant manque des occasions, se prendre une bronca, c'est un peu lunaire. C'est rarement arrivé au stade Vélodrome, à part Tudor qui s'était fait siffler parce qu'il avait perdu les matchs de pré-saison. Donc, je pense que c'est aussi un contexte. On le saura jamais. Il faudrait vivre une vie parallèle où Wai n'a jamais fait ses déclarations. Il manque les 4 occasions. Et... Ouais, mais le chat est d'accord avec toi, Seb. Ah non, mais on s'en fout qui a raison, qui a tort. C'est des avis, c'est des opinions. Peut-être que je me trompe. La perception globale, c'est plutôt la tienne. Hein, voilà, donc c'est bien aussi d'avoir de prendre la tendance et ce qui se passe pour nos lecteurs et nos viewers aussi, tu vois. Donc c'est cool. Du coup, il y a plein de questions. Je vais essayer d'en prendre 2 ou 3 avant de te libérer, Seb, si tu veux bien. Vas-y. Tiens, puisqu'on nous parle, c'est Nico qui nous dit: tu préfères avoir Wai, Rabiot, Højbjerg ou un milieu banal avec Aubameyang? C'est une bonne question. Moi, j'aurais préféré avoir Aubameyang avec le bon milieu qu'on a. Mais s'il y a à choisir, il vaut mieux un très bon buteur ou un très bon milieu? Non, mais pardon, mais Aubameyang, il a marqué des buts, il a été efficace, il a été bon. 30. Il nous a sorti de mauvais pas. J'ai toujours l'occasion d'Aubameyang quand on est à Nice et qu'il manque ce duel. Et peut-être que la saison, elle part sur une autre dynamique totale. Donc j'ai toujours cette occasion. Oui. Match aller. Et j'ai des occasions d'Aubameyang où, comme Wai, il a croqué. Je veux dire, tu vois, j'ai pas de mémoire. J'ai pas de situation où un Gignac, un Drogba, un Djibril Cissé, je les ai vus croquer. Mais je les ai pas vus croquer dans des matchs où tu te dis, si tu marques, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi tout le monde a j'allais dire une grossièreté, mais à fantasmer, on va le dire comme ça, sur Drogba. Parce qu'à un moment donné, quand il part sur son côté droit, certes, il fait ce petit en Coupe d'Europe, certes, je crois que c'est contre Newcastle, si je dis pas de bêtises. Bon, j'ai pas ta mémoire ni celle de Il dribble derrière le pied. Il dribble derrière le pied, mais surtout parce que ça va au bout. Surtout parce que ça va au bout. C'est ça qui fait sa légende, c'est ça qui fait que c'est un joueur hors norme. Tu vois ce que je veux te dire, c'est que ça va au bout. Donc, Aubameyang, je l'ai vu dans des matchs en jeu. Alors, il nous a fait gagner plein de points, c'est un bon attaquant et tout, mais bon... Voilà. Bon, après, match en jeu, mais il met quand même quelques buts importants dans la campagne européenne, hein, même si elle va pas au bout, contre Villarreal, Benfica. Ce que je vais te dire est complètement une dinguerie. Et je l'ai dézingué la dernière fois sur l'OM au café, le Alexis Sanchez, pour sa mentalité, son côté mercenaire, etc. Mais j'ai l'impression et le sentiment, pour avoir vu les deux jouer à l'Olympique de Marseille, que Sanchez était beaucoup plus constant, alors qu'il n'a pas marqué du tout le même nombre de buts, mais j'ai l'impression qu'il a été beaucoup plus précieux à l'Olympique de Marseille, qu'il a toujours été constant dans sa performance, là où Aubameyang, de temps en temps, il était complètement aux fraises et aux framboises. J'ai rarement vu un match avec Alexis Sanchez où à la fin du match, je dis Alexis Sanchez un peu plus, il est nul. Tu vois ce que je veux te dire? Alors qu'Aubameyang, les 6 premiers matchs de Ligue 1 l'année dernière, je me disais pourquoi on l'a recruté, il est en pré-retraite. Après, il a décollé, il a explosé le truc. Mais encore une fois, il y a des gros matchs où donc c'est un super joueur, mais il n'est pas non plus totalement clinique à tous les coups, quoi. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est pas les mêmes joueurs. Aubameyang va se créer plus d'occasions grâce à sa vitesse, etc. Mais tu vois, si dans 10 ans, tu me dis... fais le classement des attaquants de l'OM, pour moi, je pense, dans 10 ans, avec le recul, je mettrais Sanchez et Aubameyang au même niveau. Ce qui est une dinguerie, puisqu'il y en a un qui a marqué 30 buts et l'autre il en a marqué beaucoup moins. Donc ça devrait pas. Donc oui. ça renforce ce que je dis. Oui, exact. Mais avec Sanchez, tu avais quand même une équipe beaucoup plus forte. L'équipe Tudor était plus forte que l'équipe Marcelino Gasset. T'es pas d'accord? Moi, je pense pas que ce soit une histoire de... Tu l'as dit toi-même, regarde cette année NJ. Non, je pense que les coachs successifs n'ont pas mis en valeur. Tu l'as dit toi-même, ça, c'est intrinsèquement, ça peut être un bon joueur. Je veux dire, c'est... Oui, c'est sûr. Tu vois, c'est pas aussi simple que de dire meilleur effectif, moins bon effectif. C'est pas...
J'ai pas dit effectif, j'ai dit équipe. Oui, mais même dans l'équipe. Le sens collectif. Je veux dire, l'année dernière, on avait beaucoup plus de stabilité défensive, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, avec Mbemba, Gigot et Balerdi. Je veux dire, donc... non, on était moins bon l'année dernière, mais c'est sûr que tu as rajouté du Holberg, tu as rajouté du Rouli, ne serait-ce que le gardien, quoi. Mais est-ce que si on avait eu Rouli l'année dernière, ça change pas les premiers matchs? Est-ce qu'on se qualifie pas en Champions parce qu'il aurait arrêté des pénaltys? Est-ce que, tu vois, moi l'année dernière, ce que je pense, c'est qu'on est parti, et je l'explique chaque année, et je l'expliquerai toujours, on est parti sur une mauvaise dynamique. Donc après, c'est trop difficile à enrayer, tu vois ce que je veux te dire. Une fois que tu n'as plus confiance, tu n'as plus confiance. Mais intrinsèquement, l'équipe, elle n'était pas non plus carbonisée. J'ai vu des effectifs à l'Olympique de Marseille qui étaient moins bons. Quand on avait Mendoza et Jimenez, et je veux dire, j'ai vu des effectifs qui étaient complètement cramés. Donc, et pour répondre à ta question précédente, je pense qu'une équipe de foot, quelle qu'elle soit, que ce soit l'OM ou ailleurs, il te faut toujours une ossature qui est forte. Et quand je parle d'ossature, c'est un bon goal, un bon défenseur central qui va piloter sa défense et les latéraux et son compère, un bon milieu de terrain qui va être là pour réguler le milieu, un bon milieu créatif, style Payet ou Harit, ou voilà, quelqu'un qui crée du jeu, et un bon finisseur. Donc évidemment, ça fait 5 joueurs, mais une équipe, jusqu'à preuve du contraire, c'est 11. Donc je pense que c'est pas... je peux pas dissocier le milieu de l'attaquant. C'est mieux d'avoir un bon attaquant, pas de milieu, ou un bon milieu, pas d'attaquant, tout ça. Moi, je pense qu'il faut un bon gardien, tu l'as avec Rouli, un bon défenseur central, tu l'as avec Balerdi, un bon milieu récupérateur, tu l'as avec Holberg. Mais dans notre formule que je suis en train d'expliciter, t'as pas le créateur parce qu'Harit, pour moi, il n'est pas au niveau. Koné, il n'est pas au niveau. Rabiot, c'est plus un relayeur qu'un créateur. Donc, tu n'as pas ce quatrième point très essentiel dans une équipe, à mes yeux. Et le buteur qui claque à tous les coups et qui te fait un peu, si tu veux, comme Aubameyang l'année dernière, qui enfile les buts comme des perles. Entre Wai et Mopé, tu les as pas non plus. Et moi, je pense que quand tu as cet axe fort, tu as ces 5 joueurs de ta colonne vertébrale, de ton axe. Après, derrière, tu peux mettre qui tu veux sur les côtés, tu peux mettre qui tu veux. Tu peux mettre des joueurs que je vais qualifier de compléments. Alors, c'est sûr que si, à ces 5 joueurs type, tu me rajoutes un Rabiot, tu me rajoutes un Greenwood, tu me rajoutes un Rowe, alors là, c'est féerique, tu vois ce que je veux te dire. Là, tu passes des steps. Mais pour avoir une bonne équipe de foot, déjà, si tu as cette bonne colonne vertébrale, c'est plus facilitateur, tu vois ce que je veux te dire. Non, mais bon, les amis, je vous fais des bisous parce qu'on fait que des discussions. Je vous dis à ce soir. Merci pour le talk. Je vous embrasse. Le talk ce soir, 18h avec Seb. Merci Seb. À très vite. Donc à tout à l'heure sur le Phocéen. Les amis, vous allez pouvoir participer vous aussi à l'émission. Petit coup de fil, voilà, salut, ça va, j'ai envie de parler de ça. Et vous nous appelez et on débat ensemble. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait Mourad qui voulait intervenir. Voilà, tu as le numéro qui va s'afficher en bas de l'écran dans quelques instants et on va pouvoir communiquer avec vous. Voilà, vous pouvez appeler à ce numéro. Voilà, notez bien, il y aura un petit code à taper. C'est gratuit, c'est le prix d'un appel local. Donc n'hésitez pas. Danso, pourquoi vous me parlez tous de Danso à chaque émission? Danso, c'est un bon joueur. Après, c'est pareil, c'est un défenseur de défense à 3 pour moi. Donc, on verra. Danso, moi, je suis pas... Pour moi, c'est pas extraordinaire non plus. C'est un bon joueur de Ligue 1 qui connaît la Ligue 1. Ça serait pas une mauvaise recrue, au contraire. Mais bon, on peut pas parler de joueur idoine absolu avec Danso, je pense. Je sais pas pourquoi vous m'en parlez tout le temps. C'était cool d'avoir ce doublon pour le lundi matin. Bah oui, c'était cool, Sauna, effectivement. Quand on peut, on vient à plusieurs, on vous propose du contenu, on a des invités, on essaye d'améliorer un petit peu la formule et puis de vous donner de l'OM. Voilà, c'est dans cette période-là où il n'y a pas d'OM. Nous, notre but, c'est juste de vous donner de l'OM, du débat, de vous laisser vous exprimer. Est-ce que je crois à la déclaration d'Mbemba par rapport à un départ cet hiver? Oui, j'y crois, c'est Foufa, parce que autant sur la phase aller, il savait qu'il allait pouvoir jouer 6 matchs avec la République démocratique du Congo, qu'il allait pouvoir s'exprimer, jouer au foot, etc. Parce que finalement, il aura joué 2 matchs en septembre, 2 matchs en octobre, 2 matchs en novembre. Donc bon, il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas 6 matchs pleins de temps de jeu à l'Olympique de Marseille dans la saison actuelle.
Parce que, tiens, on va le faire. Hein. Je vais vous dire, il a joué plus que beaucoup de joueurs de l'effectif cette saison en termes de minutes et de temps de jeu. Tu vois, par exemple, donc il a joué, on va dire qu'il va jouer 6 fois 90 minutes, ce qui sera le cas. Ça fait 540. Il aura joué plus que Cornelius. Mercredi, quand il aura joué son match avec le Congo, il aura joué plus de minutes que Cornelius cette saison, plus de minutes que Garcia, plus de minutes que Lirola, plus que Merlin. Voilà, donc vous voyez, ça va vite. Hein. Plus qu'Harit, plus que Carboni, bien sûr, plus que Koné. En termes de temps de jeu, plus que Rabiot, plus que Rongier. Donc, ouais, ça va vite. Hein. Plus que Mopé, par exemple, aussi. Si on prend le temps de jeu et les minutes. Plus que Wai, même. Plus que Jonathan Rowe. Donc, on sera fin novembre et il aura plus de temps de jeu que tous les joueurs que j'ai cités. En termes de minutes et de... Qu'est-ce que tu racontes ? Pourquoi qu'est-ce que je raconte, Macter le nu ? Je comprends pas. C'est pas grave. Tu comptes pas les matchs internationaux. Si, je les compte. Si, je t'assure, Jonathan Rowe, il n'a pas joué assez en sélection espoir, donc non. Mopé, il n'est pas international. Rongier non plus. Rabiot, il a 413 minutes de temps de jeu. Même si tu rajoutes les matchs qu'il a fait là, ça fait moins que 540. Non, mais voilà, je suis sérieux. Koné, il a fait 2 rassemblements, mais il n'a pas joué tous les matchs. Et puis il y a un match où il n'a pas joué notamment. Après, voilà. Harit, il est plus international, donc c'est moins. Non, vraiment, j'ai fait ça en pensant aux sélections. Quentin Merlin, Quentin Merlin, peut-être il aura un poil plus parce qu'il a 2 sélections espoirs où il a joué les matchs, mais ça se joue à 2-3 minutes près. Lirola est pas international. Garcia, il est international, mais a très peu joué. Allez, Cornelius, effectivement, il a joué 2 ou 3 matchs en sélection, donc effectivement, ça compte pas. Mais pour les autres, ça compte. Donc voilà. Pas dit que des bêtises. Ouais, Cornelius, Merlin. Ok, Macter le nul, c'est vrai. Merlin, ça se joue vraiment à 2-3 minutes près. Il faudrait regarder le temps de jeu plus précisément, mais pour Cornelius, c'est vrai. Mais voilà, donc au final, Mbemba, sur sa phase aller, il pourra... Bon... Il n'a pas joué avec l'OM, mais il a quand même joué au foot, malgré tout. Donc, puis il s'entraîne, etc. Il joue ses 2 matchs par mois. Donc, par contre, sur la phase retour, il n'y a qu'une trêve. C'est qu'en mars, et il n'y a que 2 matchs. Donc, ça va être compliqué. Si pendant 6 mois, puisqu'en comptant de décembre à mai, tu joues que 2 matchs, c'est pas la même histoire. Donc, c'est pour ça que j'y crois, moi, à son départ d'Mbemba. Il va vouloir trouver une solution pour rejouer au foot. Parce que là, c'était viable, je pense... footballistiquement, comme je viens de l'expliquer, de pas trop jouer dans la phase aller. Mais là, ça va être plus compliqué. C'est mon avis. Romain, avec du recul, Wai, c'est moins bien qu'Nketia ou Moukoko. Non, c'est pareil. C'est pareil. Pour l'instant, c'est des joueurs qui arrivent pas trop à... Enfin, j'ai pas vu exactement les stats d'Nketia, mais je crois pas que ça casse la baraque. Peut-être que je me trompe. Mais voilà. Vous avez le numéro. On va faire quoi de Moumbagna ? Ben écoute, je sais pas si Moumbagna il va pas avoir du temps de jeu la saison prochaine parce que pour l'instant les 2 qui sont là, pour moi ils sont pas largement au-dessus de Moumbagna. On a Morad qui est en ligne. Salut Morad, j'ai vu que tu voulais parler tout à l'heure. Alors ça fait plaisir que ça soit toi qui sois avec moi ce matin. Salut, bonjour. Exactement. Bah écoute, ça me fait plaisir aussi de passer à l'antenne. Hein. Merci pour tout ce que vous faites. Parce qu'avec toutes ces trêves internationales, là, le temps, il est long sans l'OM. Et franchement, heureusement que vous êtes là pour raccourcir, entre guillemets, ce temps sans Marseille. Ça nous fait passer le temps. C'est gentil, c'est long pour nous aussi, hein, je te rassure. Ouais. Mais c'est un plaisir d'être avec vous le matin pour parler de tout, hein, parce qu'on ne parle pas que de l'OM, mais on fait quand même globalement OM. Qu'est-ce que tu voulais nous dire ce matin, parce que tu voulais intervenir, donc c'est que tu as forcément. Oui, alors déjà, je voulais parler de. Je voulais dire que j'étais d'accord avec Seb tout à l'heure par rapport au sifflet sur Wai. Pour moi, qui siffle jamais les joueurs de l'OM, clairement Wai. Ce match-là, j'ai été très très énervé contre lui au moment de sa signature quand j'ai vu cette vidéo. Et en fait, le seul truc qui me faisait me dire que ce mec-là, on allait passer à autre chose avec lui, c'était de me dire qu'il allait nous faire fermer nos bouches sur le terrain. Donc clairement, le fait déjà qu'il rate ses 4 grosses occasions et qu'à la fin, comme tu l'as dit, le résultat soit pas en faveur de l'OM, donc qu'on perde des points à cause de ces occasions ratées, tout ça, on n'est pas passé outre
justement parce qu'il y a eu cette déclaration. En tout cas, moi, ça c'est mon avis perso, et je pense que c'est l'avis de beaucoup de monde. Je pense qu'on aurait été beaucoup plus... on l'aurait laissé tranquille s'il n'y avait pas eu ces déclarations avant sa signature. Ça, c'est le premier point. Donc voilà. Et je voulais aussi parler de Rongier. Parce que Rongier, moi, c'est un mec que j'adore. Juste, excuse-moi, Morad. Juste, je vais juste sur Wai. Est-ce que je relance et je te reparle de Rongier juste après, promis. Wai, du coup, depuis, il a joué 9 matchs, je crois, cette saison. Et effectivement, vous avez peut-être raison. J'ai sous-estimé cet aspect, c'est perso. Mais vous êtes tous d'accord visiblement, donc aucun souci là-dessus. Est-ce que malgré tout, dans son attitude, tu vois un joueur qui respecte pas le maillot, ou tu as un peu quand même de compassion par rapport à lui, parce que moi je n'ai pas l'impression qu'il triche. Clairement, moi j'ai rien contre lui, hein. Moi j'ai totalement envie qu'il réussisse à l'OM. Voilà, c'était juste histoire de lui faire comprendre, en gros, hein, moi c'est mon avis perso, c'était histoire de lui faire comprendre que ces déclarations ne nous ont pas plu. De toute façon il le savait, mais au moins là il l'a bien compris, et maintenant il sait que voilà, il a intérêt de mouiller le maillot, que sur le terrain, il doit montrer bien plus, faire bien mieux. Voilà, on est derrière lui, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun problème. Et donc, Rongier, alors, qu'est-ce que tu voulais dire? Comment le relancer, c'est ça? Tu as une idée? Non, c'était pas par rapport à ça. C'est que comme moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. C'est que c'est hyper compliqué de le relancer. Tout simplement, pourquoi? Alors, en début de saison, qui disait que Rongier, on pouvait le faire jouer arrière droit. Parce que sous merveille. Alors moi je tiens à préciser une chose, c'est que sous Sampaoli, on était dans une défense à 5, donc Rongier il jouait latéral droit en phase défensive, sauf que il y avait 3 défenseurs centraux derrière, et t'avais un mec qui s'appelait Saliba qui jouait à ce poste-là en défense centrale. C'est beaucoup plus simple de jouer de latéral droit dans une défense à 5 que de jouer latéral droit dans une défense à 4. Rongier, pour moi, c'est impossible de le mettre arrière droit dans une défense à 4 parce que clairement, il n'est pas du tout assez rapide. En Ligue 1, il y a énormément d'ailiers et de joueurs rapides sur les côtés. Et Rongier, on l'a vu, il a fait un match, je crois que c'était contre Nice, catastrophique. Oui. Contre Boga, voilà, on va le dire, hein, il a rien assumé, clairement défensivement. C'était très compliqué. Après, voilà, il revenait d'une longue blessure, il y a cet aspect-là aussi. Mais pour moi, dans tous les cas, même s'il est à 100% de ses capacités, il n'a pas du tout les capacités pour jouer arrière droit dans une défense à 4. Dans une défense à 5, je dis pas, il n'y a aucun souci. Mais dans une défense à 4, pour moi, c'est impossible. Et je préfère encore mettre Liro là, qui sait pas défendre, parce que au moins offensivement, il apportera quelque chose, alors que Rongier n'apportera rien offensivement. Voilà, tout simplement. Non, mais moi, je suis d'accord avec ça. Après, sur Sampaoli, il y a des matchs quand même, défense à 4, où il joue latéral droit. Mais c'était pas le même. Physiquement, il avait déjà un coffre incroyable. Athlétiquement, il était... Et tu avais Saliba à côté, bien sûr. Donc, et en plus, mais il y a eu quelques matchs en défense à 4 quand même. Hein. Oui, non, mais après, peut-être que là-dessus, peut-être que, voilà, je me trompe. Mais on est d'accord. Une défense à 4, il peut, voilà, peut-être. Mais, et pareil, donc, dans le milieu de terrain, pour moi, on va pas retirer Højbjerg et Rabiot pour mettre Rongier. Là-dessus, on est d'accord. Donc, voilà. Absolument. Et pour moi, le seul moyen de le faire jouer, ce serait de jouer avec un milieu à 3, où on mettrait Rongier, et pour moi, on perdrait trop offensivement. Donc, on peut pas mettre Højbjerg, Rongier, Rabiot dans un milieu, à part, comme tu l'as dit, dans un gros match où on a besoin de défendre. Mais c'est un gros problème. Après, pour lui, la solution, et c'est pas du tout ce que je souhaite, ça serait qu'il y ait une blessure d'Højbjerg ou Rabiot. Et auquel cas, là, pour le coup, c'est mon premier choix. Là, il n'y a pas de... Voilà, je suis d'accord. Pour moi, il n'y a pas de débat. Mais le problème, c'est que les deux ne se... Enfin, le problème, moi, je suis content que ce ne soit pas le cas, hein, mais les deux ne se blessent pas, ne sont jamais suspendus, donc il n'y a pas de place. Et tu ne peux pas les lever parce qu'ils sont trop importants. Donc, au final, il n'y a pas la place. Et puis, il n'y a pas les conférences League pour le jeudi. Franchement, on jouerait le jeudi contre Sturm Graz, ou non pas Sturm Graz, c'est en Ligue des Champions, c'est un mauvais exemple, mais tu me comprends. On jouerait le jeudi en République tchèque. Je pense que Rongier, il est titulaire. Tu vois, dans un esprit de rotation, ça me paraît totalement logique. Et Rongier titulaire, tu aurais vu Bacola, tu aurais vu Sternal sur un match complet. C'est tout un gros problème qu'on a cette saison, que ça soit pour nos jeunes et pour nos joueurs en rupture de banc, et que ça soit Meïté aussi, pareil. Donc, c'est compliqué de les intégrer.
Ouais, exactement. Voilà. Après, moi, je pense que le seul moyen. Effectivement, il y a Aldrunkar qui nous dit en cas de suspension, il mettrait peut-être plutôt Kondogbia que Rongier. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. dis-nous. Mais après, pour moi, il y a la Coupe de France. La Coupe de France, ça permettra peut-être de faire jouer un Kondogbia Rongier au milieu, par exemple, et donner un peu de temps de jeu à certains jeunes. Après, le problème, c'est que est-ce qu'il va le faire? Parce que en Coupe de France, voilà, je pense que c'est aussi un des objectifs du club. Et s'il fait trop tourner en Coupe de France, de sortir rapidement. Absolument, il faut tout faire pour gagner les matchs. Après, tu peux quand même donner un peu de temps de jeu selon le tirage. Tu joues une Ligue 2 au Vélodrome, même si on a le mauvais exemple d'Annecy en tête. Malgré tout, en théorie, tu dois pouvoir intégrer 2 ou 3 joueurs dans un 11 qui tourne. Donc, oui, je suis d'accord avec Sylvo-M. Si on prend une Ligue 1, il ne tournera pas. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. La coiffure qui est partie complètement en bibrine. Merci à vous, en tout cas. C'était cool. Changez rien, continuez comme vous êtes. Franchement, ça fait plaisir. Et changez rien. Voilà, merci à vous en tout cas. Merci à toi. À très bientôt. Et puis on va prendre peut-être un nouveau viewer si vous le souhaitez avec le numéro de téléphone qui s'affiche. Merci à Loïc Lachaud à la réalisation de cette émission. On va regarder ça. Voilà, vous pouvez participer. Vous appelez ce numéro. Vous composez le petit code qui est en dessous pour venir dans notre standard et on vous balance à l'antenne. Voilà, le numéro il est là. N'hésitez pas, venez, même si vous avez juste envie de passer à l'antenne. Après, si vous avez un petit sujet, c'est cool. Même un sujet qui n'est pas d'actu, n'importe quoi. C'est une sorte de libre antenne, donc vous faites plaisir. Vous parlez de ce que vous voulez, vous parlez de l'OM, vous défendez une position qui vous tient à cœur. Là, c'était super sympa l'idée Rongier parce que on a ce débat même entre nous. On se dit putain, mais si Rongier, quand même, c'est pas un mauvais joueur, mais tu le mets où? Etc. Donc les féminines, même combat que les masculines. Les masculins, du coup. On voit les mêmes défauts, les mêmes reproches. C'est Foufa, j'ai aucune idée honnêtement des matchs des féminines. J'ai vu parce qu'une fois, ils ont diffusé un match sur... et je travaillais, j'ai regardé la fin du match parce que c'était haletant. C'était contre Le Mans, je crois. Ça joue pas trop mal, il y a une bonne attaquante. Pour le coup, Mama Diop. Après, oui, il y a des joueuses. Il y a pas une continuité de niveau, c'est-à-dire qu'il y a 5-6 très bonnes joueuses et puis le reste. Bon, je donnerai pas de nom, mais le reste c'est un peu moins fort, quoi. Voilà. Donc, équipe en reconstruction, des 2 féminines, compliqué. Mais voilà. On a quelqu'un en ligne, peut-être Loïc. Qu'on me tienne au courant. Bon, en cas de défaite samedi contre Lens, comment voyez-vous la suite? Il faudra juste gagner le match d'après au Vélodrome. Ça deviendra un enjeu majeur, Massilia, si ça se passe comme ça. Mais je crois très peu à une défaite à Lens, très honnêtement. Je fais juste un point avant de prendre Flavien qui nous a rejoint, mais juste un point sur l'effectif lensois. 2 de leurs centraux suspendus, Gradit et Kouchanov, plus tous leurs latéraux droits sur le flanc, que ce soit Frankowski qui s'est blessé avec la Pologne aux adducteurs, qui est plus qu'incertain et qui devrait être forfait, plus Aguilar, plus Cabot, qui sont tous blessés, donc ils n'ont pas d'arrière droit pour jouer dans leur 3-5-2 ou dans leur 4-3-4-3 pour être plus précis. Donc Lens diminué. Après, on sait, on connaît, ils vont tout donner, c'est un match important pour eux, Bollard, etc. Match difficile, mais je pense que on doit pouvoir, sur la base de ce qu'on a fait à Nantes, de ce qu'on a fait à Montpellier, être capable de gagner à Lens. Je ne suis pas très inquiet, à vrai dire, pour ce match. On verra. Et Nico qui nous dit qu'il y a comme bon attaquant côté lensois, c'est toujours pareil. Alors Saïd est blessé, incertain, touché au quadriceps. Puis il y a Satriano qui avait été recruté mais qui s'est fait les croisés. Mais il leur reste quand même du monde. Hein. Il y a Sotoka, ils ont toujours, Sotoka est toujours là. Hein. Donc oui, voilà. Et puis il y a le Mbazola Nzola là, qui était l'attaquant de la Spezia en Serie A, qui était pas mal du tout et qui a signé à Lens. Moi j'aime beaucoup, très très physique. Fait penser un peu à Mumbagna. Et puis voilà, ils ont quelques attaquants. Je me souviens pas les noms exactement. Si vous pouvez m'aider dans le chat, mais il y a du monde, voilà. Ouais, je suis plutôt optimiste. Honnêtement, à l'extérieur, j'ai aucune raison d'être inquiet. On a joué 6 matchs, on en a gagné 5. La plupart, on les a ultra dominés. Je suis pas inquiet du tout à l'extérieur.
On a gagné à Brest, on a gagné à Lyon, même si c'était un match très particulier. Moi, je veux bien. Moi, je suis beaucoup plus... Tu vois, ça serait OM Lens, je serais beaucoup plus inquiet. Je pense qu'au Vélodrome, on est beaucoup moins fort qu'à l'extérieur. À l'extérieur, je vois une... c'est une théorie, si tu veux, Macter le nul, mais je suis très, très, très convaincu par cette théorie. Que j'arrive, cher viewer Flavien, mais je suis très convaincu par cette théorie de l'extérieur parce que moi, j'ai vu de mes yeux l'OM de Sampaoli. Et l'OM de Sampaoli, à l'extérieur, c'était une machine. J'ai jamais vu une équipe à l'extérieur de l'Olympique de Marseille aussi forte que celle de Sampaoli. J'ai pas connu les années 90, évidemment, les gars. Mais Sampaoli à l'extérieur, c'était monstrueux. Au Vélodrome, c'était caca culotte. Voilà, il savait jouer au ballon, au handball, etc. On n'arrive à rien. Ça me fait beaucoup penser à ça. Et à l'extérieur, cette année, je suis désolé, on a mis 2 fois 5 buts, dont une fois contre Brest, qui est 3e ou 4e de Ligue des Champions. Donc voilà, moi je suis pas inquiet par le match à l'extérieur. Alors peut-être que je me trompe. Non, l'OM de Tudor meilleur que Sampaoli, je ne suis pas du tout d'accord. À l'extérieur, Sampaoli, pour moi, c'était une machine. Voilà, je le dis. Après, c'est vrai que Tudor à l'extérieur gagnait beaucoup, mais m'impressionnait moins. Et je compare le style Sampaoli à celui de Zerbi parce que ah oui, on gagnait, mais on s'ennuyait à l'extérieur. C'est vrai, Sylvain, mais moi, je veux gagner. M'en fous, moi, de m'ennuyer. À Nantes, je me suis un peu ennuyé, mais on a quand même dominé le match de la tête et des épaules et on a gagné. Donc, voilà. Bref. Il va falloir s'inquiéter quand on va recevoir Rennes. Oui, c'est un peu ça, OM Mustang. Et on va prendre Flavien pour conclure cette émission. Salut Flavien, pardon de t'avoir fait attendre. Salut. Bah écoute, moi, j'avais une question à te poser, Romain. Oui, je t'en prie. Et tu parlais du jeu de Zerbi, justement. Flavien, on t'a pas entendu. Recommence, s'il te plaît. Essaie de trouver un endroit et de pas trop bouger et de parler près de ton téléphone, s'il te plaît. Ok, tu m'entends mieux, Romain? Oui, je t'entends. Voilà. Donc du coup, moi, ma question, c'était sous Sampaoli comparé à sous De Zerbi, est-ce que tu penses que sous De Zerbi, il n'y a pas plus de consignes et plus de pression sur les hommes pour avoir des résultats plutôt que Sampaoli nous laisser plus de créativité dans le jeu, tu vois? Ah non, je suis pas... Mais alors, pour une fois, je suis vraiment pas d'accord avec cet avis, mais c'est génial, on va pouvoir en parler. Regarde Luis Enrique. Ouais. Sampaoli lui disait surtout ne perds pas le ballon. Je schématise. Surtout ne perds pas le ballon, on conserve. De Zerbi, il lui dit libère-toi, lâche-toi, vas-y, envoie, comme il fait avec Rowe, comme il fait avec Greenwood. Il le fait pas. Rien que cette consigne-là, pour moi, ne va pas dans ton sens. Pour moi, Sampaoli était vraiment l'adepte de la conservation haute et on perd pas le ballon pour éviter les contre-attaques, alors que De Zerbi, c'est juste qu'il n'y arrive pas, mais c'est qu'il veut de la créativité. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de consignes de créativité et qu'ils s'y perdent un peu, ça c'est possible, mais je pense pas que dans le terme consigne frilosité, De Zerbi soit au-dessus de Sampaoli. Ouais, ton analyse elle est hyper intéressante. Après, moi je trouve que les joueurs sont vachement plus bridés cette année que sous Sampaoli et qui se mettent beaucoup plus de pression justement au Vélodrome de par les consignes aussi qu'on leur donne. Alors que sous Sampaoli, on avait une certaine liberté de créativité, tu vois. Les défenseurs, je suis d'accord avec ça. Parce que c'est vrai que les défenseurs, tu as l'impression qu'il y a un schéma de sortie de balle et qu'il faut s'y tenir. Défenseur milieu. C'est ça. Après, sur l'attaque, je suis un peu d'accord. Mais je voulais justement parler d'Hochberg, c'était que finalement, c'est vrai que c'est un bon délégué de classe. Il écoute bien les consignes, il a un pourcentage de passes qui est exceptionnel, tout en sachant que la majorité de ses passes sont vers l'arrière. Faut être lucide. Oui, la seule chose, moi, qui me dérange chez lui, c'est que sous De Zerbi, la phase de conservation, elle est là, mais en termes de créativité, je pense qu'il ferait développer derrière sur l'attaque. On n'a pas entendu tes 3-4 derniers mots. En termes de créativité, qui puisse justement développer du danger sur l'attaque finalement. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, non, mais ça s'entend, hein. Moi je comprends ce que tu dis, je comprends totalement ta position. C'est là où je pointe un peu la façon de jouer de Zerbi et justement le schéma de jeu qu'il propose au milieu de terrain qui est peu créatif et qui est peu dangereux pour les adversaires et qui est facilement lisible en fait. Tu vois, donc moi c'est pour ça, je vais faire un point là-dessus, c'est que De Zerbi pour moi il a envie de réussir un gros challenge, mais derrière après il y a trop de tactique et trop de consignes et peu de football. À mon avis, ça reste si tu veux mecs qui nous proposent quand même.
Oui, je suis d'accord, mais à mon avis, si tu veux, le projet, alors je le comprends comme ça, hein. Après, peut-être que je me trompe et que dans 2 mois, il est dégagé de Zerbi, on n'en parle plus. Mais à mon avis, le projet, c'est vraiment de faire une sorte de Guardiola. J'explique. Évidemment, c'est pas Guardiola. Ce que je veux dire, c'est que l'idée, c'est pour moi, j'ai l'impression de prendre un club et de construire de la base pour faire vraiment son style, le style qu'il a envie, le style de Zerbi, et de le faire pendant des années. Et que forcément, quand tu commences, ça prend beaucoup de temps et c'est poussif, peut-être plus poussif que ce qu'on pouvait attendre. Mais moi, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur l'idée du long terme. Parce que si tu es court-termiste, tu fais pas certains choix qu'il fait. Le choix Kondogbia derrière, c'est vrai, et tout. Parce que il y a ça une nous idée. crée une certaine frustration parce qu'on veut des résultats. Arteta, il y a Anthony qui nous parle d'Arteta, par exemple. C'est un excellent exemple. Même si Arsenal me convainc pas des masses, tu vois l'idée. Vas-y, je t'en prie, conclue l'émission, Flavien. Complètement, je suis d'accord avec toi. Si ça et derrière, après, parce que Arteta a mis 2 ans avant que ça paye. Hein. On a bien vu. C'est ça. Bon, il est temps de conclure parce qu'on ne t'entend plus. On ne t'entend plus, Flavien. C'est comme ça, c'est la vie, c'est la technologie. On n'est que en 2024. Bon, merci de m'avoir pris à l'antenne. Merci à toi vraiment. En tout cas, on a compris ton point de vue, c'est sympa. Et on va voir. Moi, je sais pas si on aura la patience qu'ont eu les fans d'Arsenal si ça se passe comme Arteta les 2 premières années. C'est le seul truc qui m'inquiète. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, on est 3e, sans être au point, donc ça présage du bon quand même, me dit Icario, qui conclut cette émission sur une note positive. J'ai vu beaucoup de négativité, en tout cas de pessimisme dans le chat ce matin, et je le comprends aussi, parce que les prestats au Vélodrome sont vraiment, vraiment, vraiment tristes. Les 3 dernières, l'enchaînement Angers, Paris et Auxerre fait très très mal au moral, mais n'oubliez pas qu'à l'extérieur on est solide. Donc moi ça sera vraiment ma conviction cette semaine. Je sais que et j'espère vraiment pas tomber de haut en prenant une défaite à Lens, parce que j'ai la persuasion qu'on a trouvé un truc à l'extérieur. Je vous le dis depuis quelques matchs, depuis quelques semaines. Pour moi, le match à Montpellier, il y a eu un déclic tactique où tu relances à 2 derrière avec des latéraux offensifs et tu poses énormément de problèmes à ton adversaire. On a fait la même chose à Nantes, ça s'est très bien passé. Donc, je suis plutôt confiant à l'extérieur, vraiment. Et même chose pour le match à Lens. Je suis pas plus inquiet que ça. Je trouve qu'ils ont quand même perdu beaucoup de très bons joueurs sur les dernières saisons. Tu vois, Fofana, s'il y avait encore Fofana à Lens, des trucs comme ça, ouais, je serais beaucoup plus inquiet. Mais là, bon, après, peut-être que je peux me tromper, hein, évidemment, et qu'on n'y arrivera pas. Mais bon, je suis quand même confiant. On verra. Et puis le Vel, par contre, ça sera autre chose. Tu veux juste John Deland, je vois vos messages, donc je vais en parler de Balerdi en Argentine. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je sais que beaucoup trouvent qu'il est pour lui de but. Alors là, pour moi, c'est pas du tout le cas. Il fait une faute évitable, c'est vrai, à 30-35 mètres de ses buts, parce qu'il rentre en jeu, qu'il veut mettre un peu d'agressivité. Après, c'est quand même pas sa faute si le mec au marquage sur le coup franc au 2e poteau tombe, si l'Argentin au marquage, je crois que c'est Otamendi, tombe dans la surface et que c'est le mec qui était au marquage d'Otamendi qui marque. Moi, je veux bien qu'on donne tout, qu'on soit en période, tiens, on va retaper un peu sur Balerdi. Moi, je suis pas convaincu qu'il faut le faire, quoi. Voilà, donc et puis après je m'en fous d'Argentine, je suis juste content pour lui qui joue là-bas parce qu'il le mérite et qu'il est meilleur que la plupart des défenseurs centraux qui jouent dans cette équipe. Voilà. J'ai pas vu, j'ai juste lu un article. Ouais, non, mais voilà, après, il est fautif parce qu'il fait cette faute à 30-35 mètres, c'est sûr qu'il est évitable. Mais comme l'Italien est fautif quand il fait la faute sur le côté, sur le 3e but de Rabiot, voilà. Et sur le coup franc, il est battu par le ballon aérien, mais normalement, il est pas pour lui. Il est pour le mec qui est derrière, qui doit être au marquage de je sais plus qui marque. Et je sais pas, d'ailleurs, j'ai jamais su, du mec qui marque. Donc, pour moi, elle n'est pas vraiment pour lui. Voilà. C'est plus sympa de taper sur Wai. Non, mais après, Wai, il y a plus de débat. Balerdi nous a montré quand même. Bref, ce soir, vous aurez du débat. Voilà, 18h, le talk show qui revient pour animer tout ça avec Sébastien Volpe, puis avec Romain Canuti, je crois également. Je suis pas sûr qu'on ait le plateau complet pour l'instant. Non, peut-être pas Romain Canuti ce soir d'ailleurs, je ne sais pas. On verra. J'ai pas la science infuse, je peux peut-être me tromper, peut-être que je suis trop gentil avec Balerdi sur cette action-là, on verra. Tu penses qu'Harit sera apte samedi? C'est une vraie bonne question, c'est Foufa, on nous a annoncé une petite douleur, une petite inquiétude, mais finalement il n'a pas encore repris l'entraînement, donc c'est un peu incertain, voilà.
Et moi j'aimerais bien qu'il soit de retour, ouais, clairement. En tout cas, nous, on est de retour, on est là, et vous nous retrouverez donc à 18h sur le Phocéen pour le talk show en direct. Et demain, je reviens, je crois que c'est moi, demain à 11h. Bien sûr, on est là demain à 11h avec peut-être d'autres personnes qui viendront se greffer avec plaisir à cette émission. Je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen. Continuez à rester connectés, à suivre l'actu de l'OM chez nous. Pas que les émissions, je vous le dis, on a un site qui tourne avec toutes les infos OM, lephocéen.fr, ceux qui regardent que les émissions sur Twitch, et venir nous voir. Voilà, je vous souhaite une belle journée sur le Phocéen. Ciao les amis, j'avais une petite musique qui s'est déclenchée dans mes oreilles. Mais voilà, bonne journée à toutes et à tous et à très vite.